Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Histoire de papoter, le podcast par Montre-moi l'histoire. La fin du mois de juin et le début du mois de juillet, ce sont des périodes assez importantes pour moi, dans le sens où c'est l'anniversaire de pas mal de choses. Par exemple, fin juin, c'est à cette période-là à peu près que j'ai créé Raconte-moi l'histoire. Il y a bien déjà 5 ans je crois, 4 ou 5 ans il me semble, alors là j'avoue que j'ai perdu la date, mais ça doit être 4 ou 5 ans, peut-être 5 ans. Donc à ce moment-là, Raconte-moi l'histoire était encore qu'un compte Instagram qui après est devenu Montre-moi l'histoire que vous connaissez aujourd'hui. Le 1er juillet, soit dit en passant, c'est mon anniversaire, mais surtout le 10 juillet, c'est le jour durant lequel j'ai créé mon auto-entreprise pour être guide indépendante. Autrement dit, je suis auto-entrepreneur et ce, depuis un an, le jour où vous écoutez possiblement ce podcast, ou du moins le jour de sa publication, puisque le 10 juillet 2025, j'ai créé mon auto-entreprise. Donc on va en parler ensemble. Avant, je vais juste vous faire le petit moment promotion. Voilà, j'avoue, c'est le petit moment promotion du podcast. Donc tout d'abord, pour rappel, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux Montre-moi l'histoire, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, ainsi que sur YouTube. Je poste différents types de contenus, toujours en lien avec l'histoire, la culture et le patrimoine de manière générale. Vous pouvez également devenir mécène de la chaîne, de mes réseaux, en participant à la cagnotte Tipeee que je vous mets en barre d'infos. Voilà, c'est fini pour l'instant pub. Maintenant, je vous invite à vous poser tranquillement, à vous prendre une petite boisson avec la chaleur. Et c'est parti, on va papoter un petit peu entre nous. Donc, ce podcast, en fait, il fait suite déjà à une envie que j'avais de vous partager tout le côté création d'entreprise qui m'est arrivé il y a un an. Mais il me permet aussi de répondre à un commentaire TikTok, enfin du moins une question que j'ai eue sur TikTok, qui me demandait de faire une vidéo sur le fait d'être guide indépendante et comment ça s'organise. Bon, alors déjà désolée, j'avoue que je ne fais pas une vidéo déjà parce que j'ai super chaud, hein. Là on est jeudi 9 juillet, il fait encore 35 degrés à l'intérieur, 32 degrés chez moi. Là j'en peux plus, sachant que je viens d'emballer tous les colis Vinted, d'ailleurs merci si vous avez acheté l'un des livres que j'ai mis en vente, je vous envoie tout ça très vite, promis. Et surtout, j'avais pas envie de filmer avec mon téléphone parce que filmer plus chaleur, ça le fait vraiment trop surchauffer et j'avais pas envie de risquer sa perte. Voilà, tout simplement. Donc, je pense que pour commencer ce podcast, il vaut mieux d'abord que je fasse un petit retour en arrière, comme ça en même temps ça répondra à la question sur le fait d'être guide indépendante. Donc, il faut savoir qu'avant... Je vais même remonter aux études. Comme ça, on va vraiment faire une bonne introduction. Donc, j'ai pas toujours su que je voulais être guide. Moi, à l'origine, même, je voulais être conservatrice. Hein. Quand je me suis lancée dans mes études en histoire, c'était le but, que je devienne conservatrice de collection, d'un monument historique ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que déjà en licence d'histoire, bien que j'avais de bonnes notes et que j'aimais beaucoup travailler, faire des dissertations, etc., je me sentais pas d'attaque à passer des concours, à devoir encore étudier plus après. C'était vraiment pas quelque chose qui me donnait envie. Et en fait, c'est à la fin de ma licence où là, j'avoue que juste faire des dissertations et des commentaires de texte, j'en ai eu un peu marre. Et j'avais compris, en tout cas, que je voulais faire quelque chose de plus professionnel, si je peux dire, ou du moins être avec du public. Et c'est là qu'est revenue l'une de mes premières pensées, si je peux dire, quand petit on nous demandait ce qu'on voulait faire comme travail. Alors j'ai jamais vraiment dit, mais être guide, c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup. Je me rappelle quand on visitait les châteaux de la Loire avec mes parents, à chaque fois je me disais mais ça doit être fou de raconter l'histoire de lieux pareils. Et donc c'est en entrant, en choisissant mon master surtout, que j'ai eu ce déclic, parce que je me souviens encore, quand je suis allée, alors c'était toujours dans ma fac, hein, le master que j'ai fait était dans la même université que celle où j'ai fait ma licence. Donc quand je suis allée aux portes ouvertes, j'ai rencontré des étudiantes, notamment, du master culture, patrimoine et médiation. J'avais déjà des petites idées vagues de ce que je voulais faire après, mais rien d'arrêté. Quand tout à coup, l'une des filles me dit, donc je savais que le master délivrait la carte de guide à la fin,
Mais surtout, l'une des filles me dit, et l'avantage, c'est qu'après, tu peux travailler en auto-entreprise. Et là, moi, je me dis, mais bingo, en fait, c'est ce que je veux. J'ai jamais voulu travailler sur du long terme pour une institution, peu importe le domaine. J'ai toujours su que je voulais être à mon compte. J'ai envie de pouvoir laisser libre cours à ma création, réaliser mes envies, proposer mes idées, surtout aux personnes qui voudraient les voir ou les entendre. Donc j'avoue que quand l'étudiante m'a parlé de son entreprise, je me suis dit ok, c'est ça que je veux parce que les autres masters auxquels j'avais postulé ne délivraient pas la carte de guide conférencier à la fin. Donc j'ai choisi ce master, j'ai été acceptée, je l'ai effectué. À la fin de la... Enfin même pas, pendant la première année, on va dire, à la moitié de la première année du master, je suis tombée sur une annonce, une offre d'emploi de l'office de tourisme de ma ville pour y travailler. En tant que guide, je précise. Alors, moi ça m'a intéressée tout de suite. Je suis allée... Enfin, j'y suis allée un peu au culot quand même parce que j'avais fait que 6 mois de master et on n'avait pas encore tant appris à faire des visites. Enfin, on avait juste eu quelques cours assez rapides. Ils m'ont quand même reçu et ils ont même fini par me prendre. Euh, donc en tant que vacataire, c'est-à-dire que quand ils ont des besoins, des demandes, là ils m'appellent, mais je travaille pas pour eux, c'est pas un CDD, enfin du moins c'est pas un temps complet ou un temps partiel ou quoi que ce soit. Donc je travaille pour eux, je suis déjà beaucoup leur guide. Ensuite, je réalise quelques visites, mais vraiment ça se compte sur les doigts d'une main, j'en fais vraiment pas beaucoup. En fait, à cette période-là, on arrive déjà en juin, donc fin de l'année universitaire. Moi, je vois que j'ai pas énormément travaillé avec l'OT en question. Et je me dis, eh bien, j'ai quand même bien envie de faire des visites, moi. Genre, enfin, déjà, c'est ce que j'ai envie de faire. Je sens plus que ça va m'apporter un petit peu plus d'expérience pour déjà mon M2, mais aussi pour de futures expériences professionnelles. À savoir qu'à cette période-là, en juin, je suis en stage de M1, dans un château, le château de Vaux en Champagne. J'ai déjà fait quelques visites d'ailleurs avec ce château à cette période-là. Euh, mais c'est des petites visites et pour des groupes. Et en fait, pendant la haute saison, il n'y a plus de visites. Enfin, du moins, moi, quand j'y travaillais, il n'y avait pas de visite en haute saison. Et j'avais eu une autre petite expérience de visite pour une exposition organisée par la maison Milon, il me semble qu'on dit comme ça, Milon ou Millon, mais je pense que c'est plutôt Milon. Donc c'est une maison de vente parisienne qui en fait avait organisé une exposition sur Soulages dans l'hôtel de ville de là où j'habitais. Et comme l'alternante de la maison de vente qui organisait cette exposition me connaissait, on est un petit peu copines, on va dire, du moins on s'entend bien. En fait, elle m'a proposé d'organiser des visites guidées de cette exposition. Donc j'ai pu faire des expositions sur Soulages et surtout elle m'a laissé mais un libre arbitre mais total. Donc j'ai absolument pu faire ce que je voulais, la durée, le type de contenu, comment organiser ma visite, enfin c'était vraiment super. Donc bref, donc ça ce sont les petites expériences que j'ai eues. Et on revient en juin 2025 où là je me dis j'ai quand même envie de faire mes propres visites quoi. J'ai pas envie de devoir attendre que l'office de tourisme qu'on va appeler OT, enfin c'est les initiales quoi, pour aller plus vite, me contacte. Donc j'ai dit eh bien tant pis l'OT, je vais regarder si je peux pas faire moi des visites de mon côté. À savoir que donc en juin 2025, je n'ai toujours pas ma carte de guide, puisqu'évidemment il me reste un an de master à faire. Et d'ailleurs, à l'heure que je vous parle, je ne l'ai toujours pas officiellement non plus. J'ai validé mes études, donc j'ai validé mes acquis, hein, mais juste le temps que je reçoive l'attestation de réussite au diplôme, mon relevé de notes officiel, qu'ensuite j'envoie à la préfecture, que la préfecture traite ma demande et qu'ensuite la préfecture m'envoie vraiment ma carte. Bon, vous connaissez les problèmes d'administration. Voilà. Donc en soi, j'ai fini mes études, je suis guide, je n'ai juste pas encore la carte. Bref, donc en juin, j'étais encore moins guide, hein, j'avais pas la carte, pas fini mes études ni rien. Je regarde quand même sur internet, je m'intéresse au code du tourisme, code du patrimoine, code du travail, tout ça. Et je découvre qu'on peut tout à fait avoir une activité de guidage touristique, en étant déclaré, par exemple en étant auto-entrepreneur, tant que on ne va pas dans dans les sites classés monuments historiques et dans les musées labellisés Musées de France. Donc ça c'est pour le cas où on n'a pas encore la carte de guide. Donc en fait c'est possible
pour résumer très simplement, si on n'a pas la carte de guide, de pouvoir guider dans les rues d'une ville, dans le cas où on n'a pas encore la carte. Je vais quand même vous conseiller d'avoir fait quelques études parce qu'être guide quand même c'est un métier, hein, ça ne s'improvise pas. Raconter une histoire, quand je dis une histoire c'est la grande histoire avec un grand H, parler d'architecture, il faut quand même avoir fait des études, ou du moins être guide avec une carte, ça atteste. Ça montre à vos visiteurs que vous avez étudié que vous savez faire des recherches et surtout que vous ne leur racontez pas de bobards. Parce que ça, il y en a aussi plein, hein, des guides qui travaillent sans carte et il y en a des fois, mais on les entend, mais ils racontent des choses, on se demande même comment ils font pour avoir du public. Bref, c'est un autre débat. Donc, en juin, je me renseigne et je découvre que je peux mener des visites guidées tant que j'ai mon auto-entreprise et que je suis ni dans les monuments historiques, ni dans les musées de France. Donc moi je me dis parfait. Au début j'ai un peu peur parce que je connais du coup un petit peu, du moins j'ai vu un petit peu de loin le monde des guides et c'est vrai que souvent ça leur fait pas plaisir quand il y a des personnes qui guident mais qui n'ont pas la carte, ce qui est complètement légitime et compréhensible. Mais d'un autre côté, je me disais, je sais que je vais l'avoir la carte. Il me reste juste un an et après j'ai ma carte aussi, je ferai partie des leurs. Donc il n'y a pas de souci. Puis vraiment, je suis dans ma petite ville à moi, je vais faire du mal à personne. En plus, j'ai pas tant de communication que ça à part mes réseaux sociaux. Je me dis, je me lance. Donc, c'est ce que je fais. Je crée mon entreprise. Alors créer une entreprise, c'est vraiment très simple, hein. Franchement, ça se fait en même pas une heure. Donc le jour où on le fait vraiment avec ma mère, c'est le 10 juillet 2025. Je m'en rappelle encore, hein, je vais chez mes parents. Avec ma mère, on est sur mon petit ordi, on est sur le portail de l'INPI. Donc c'est là que vous pouvez créer votre entreprise, gérer tout le côté administratif, etc. Aussi, je crois qu'il y a le portail des marques. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez grand et c'est surtout la chose officielle pour créer votre entreprise. Donc on est sur l'INPI et franchement, même pas une heure, c'est fait quoi. J'ai mon entreprise. Après, il fallait juste que le dossier soit validé par une administration. Je n'ai plus le nom exact, mais vraiment le lendemain, il me semble que j'ai reçu mon cabis. Donc là, officiel, c'est bon, ma société elle est créée, j'ai reçu mon numéro SIRET, SIRET ou SIRET, je sais plus comment on dit, mon numéro SIREN, enfin voilà. Mon entreprise existait, donc c'est une auto-entreprise, c'est-à-dire que c'est moi qui la gère. Ça c'est quelque chose que je savais, hein, je vous ai dit, je voulais travailler en auto-entreprise. Alors attention, quand vous êtes en auto-entreprise, quand vous êtes guide, vous pouvez à la fois travailler pour vous-même, mais vous pouvez aussi quand même travailler avec des structures qui en fait vont vous contacter et en fait pour vous payer, tout simplement vous leur ferez une facture. Mais bref, donc je crée mon entreprise existe, là moi évidemment je suis ravie, et je me dis bon maintenant il va falloir commencer les visites. Donc comment être guide indépendant, c'est quelque chose qui peut être très compliqué. Il y a beaucoup de guides, du moins de ce que je sache, de ce que je sais, qui ne sont pas indépendants. Alors c'est vrai que là moi plus le temps passe, plus je m'entoure de personnes qui sont indépendantes ou du moins qui ont leur auto-entreprise parce que même moi en fait j'ai toujours besoin de conseils ou quoi que ce soit. J'ai perdu le fil. Ah oui, donc comment je me suis organisée. Donc déjà pour faire la communication, j'avais mes réseaux sociaux, mais à ce moment-là, en juin 2025, j'en avais moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à 3600 et quelques. Je pense qu'en juin, j'étais entre 1500 et 2000, en juin 2025. Donc c'est quand même déjà une petite communauté, mais pas de quoi faire des grands groupes de 30 personnes. Mais c'est quand même comme ça que j'ai pu faire ma petite communication. Et c'est vrai que ça c'est un conseil que vraiment j'aimerais donner à tous les guides, enfin même d'ailleurs à toutes les personnes qui ont une entreprise mais qui n'ont pas forcément de moyens pour faire une communication. C'est les réseaux sociaux, hein. Pardon, mais c'est vraiment quelque chose de donné, j'ai envie de dire. Alors par contre c'est très chronophage. Il faut avoir l'idée pour bien communiquer, il faut généralement enregistrer, faire le montage, publier, et en fait, mine de rien, on se dirait c'est tout simple, mais je vous jure que ça prend énormément de temps. Donc moi c'était ça, on va dire ma stratégie au début, sachant que quand j'ai créé mon entreprise, je savais déjà quel parcours je voulais faire. Parce qu'en fait, l'OT, donc avec qui je travaillais avant, j'avais pu voir un petit peu ce qu'ils faisaient comme visite. Et c'est vrai qu'ils avaient une visite assez classique, dans le sens où ils restaient beaucoup sur la période
classique de ma vie, là, la période la plus importante, mais je trouvais qu'il ne débordait pas trop sur l'après. Donc moi j'avais décidé de mélanger tout ça en fait. D'ailleurs c'est trois, tout simplement, vous connaissez sûrement ma visite, du Moyen-Âge au 19e siècle. Donc ça s'est passé comme ça, j'ai créé ma visite, et puisque je vivais dans cette ville depuis assez longtemps, que j'ai fait mes études, etc., j'avais déjà suffisamment de matière pour en fait pouvoir proposer mes visites tout de suite. Donc c'est ce qui s'est passé, dès juillet en fait j'ai proposé mes premières visites, et c'est vrai que j'ai eu un petit peu de visiteurs, alors pas des grands groupes non plus, hein. Moi clairement ma cible c'est majoritairement, enfin du moins c'était, je sais pas comment ça sera rangé, mais à Troyes c'était majoritairement des couples de Troyens ou d'Aubois, qui voulaient découvrir ou redécouvrir Troyes à travers une visite guidée qui souvent est donc un peu plus de l'ordre du privé, puisque c'est vrai que je n'avais pas de très grands groupes. D'ailleurs, je tiens à préciser aussi, une des chances que j'ai eues quand j'ai créé mon entreprise, c'est que j'ai pu avoir un site internet directement parce que c'est mon copain qui me l'a fait. Voilà, tout simplement. Ne vous attendez pas parce que je sais pas, peut-être vous êtes tombé sur ce que j'ai fait ou quoi que ce soit. Avoir un site internet, ça coûte normalement extrêmement cher, hein. On est à plus de 2000 € facilement, et honnêtement je ne pense pas que ce soit une priorité dès le début. Je vous ai dit, les réseaux sociaux existent. Je pense que ça peut suffire largement. Donc moi c'est pratique parce que j'en ai profité pour en fait mettre le système de réservation sur mon site internet, mais j'aurais très bien pu travailler au début, enfin même encore maintenant d'ailleurs, sans site internet, hein, clairement. Ça me fait penser aussi dans les conseils que je vous donnerai si vous êtes en auto-entreprise, question compte en banque. Ne faites pas un compte en banque professionnel, ça sert à rien. Moi en fait je payais plus que je ne recevais, donc vraiment limite c'était moi qui donnais de l'argent à la banque, et en fait je voyais jamais le fruit de mon argent. Donc j'ai très vite arrêté, parce que quand on est en auto-entreprise et sous un certain seuil il me semble, alors j'ai plus le chiffre exact mais franchement on est large, t'es pas obligé d'avoir un compte en banque professionnel, tu peux avoir un deuxième compte en banque perso par exemple, sur lequel tu mets ton argent. Tant que tu arrives toi après à faire la différence entre les deux, c'est très bien. Mais pas besoin de payer en plus chaque mois un compte en banque professionnel. Voilà. Moi, je l'ai très vite arrêté, hein. Je pense que j'ai eu 1 ou 2 mois. Et tout de suite après, j'ai compris que ce serait pas bénéfique, parce qu'en fait, vraiment, je voyais jamais la couleur de mon argent. Pareil, autre conseil, n'oubliez pas de prendre une responsabilité civile professionnelle. Voilà, s'il arrive un pépin, il faut que vous puissiez être protégé, si je peux dire. Voilà, et donc autre conseil aussi en termes de communication, hein, je reviens sur ce sujet, pour faire ma communication, j'avais fait des flyers que j'avais été ensuite distribuer dans différents endroits autour de Troyes, et même dans Troyes d'ailleurs. Le problème c'est que j'ai eu les yeux un peu plus gros que le ventre. Disons qu'en fait j'avais pas prévu de déménager aussi vite. Après avoir créé mon entreprise, j'ai créé mon entreprise en juin 2025. En mars 2026, j'avais déménagé à Angers, donc pas du tout la même chose. Et en fait, il me restait des flyers sur les bras, parce que j'avais dû en faire peut-être 1000 ou 2000. Et en fait, il me reste un bon paquet quoi, qui attend toujours chez mes parents, d'être utilisé un jour, d'être recyclé, je sais pas. Mais il attend sur le bureau, ça c'est sûr, hein. J'ai revu le week-end dernier quand j'y suis allée. Donc bref, ça ce sont mes conseils entre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ensuite, comment s'organiser? Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Parce que là, j'ai déjà essayé. Je pense que ça serait bien que je vous parle du fait de travailler seul, des avantages et des inconvénients. Dans le sens où, je vous ai dit, même si vous êtes auto-entrepreneur, vous pouvez travailler avec des offices de tourisme. J'ai une collègue slash copine qui est en auto-entreprise, mais qui travaille par exemple avec des agences de voyage qui font appel à elle et à ses services. Donc c'est elle qui donne ses prix pour tant de temps, les visites qu'elle propose, etc. Donc elle garde quand même la main sur ce qu'elle fait. Elle travaille aussi par exemple avec des offices de tourisme. Alors là par exemple les offices de tourisme, généralement c'est plutôt eux qui vont vous donner un prix maximum à ne pas dépasser, et possiblement aussi une visite à réaliser, du moins un circuit ou des points clés à aborder. Moi pour l'instant, avec mon auto-entreprise, j'ai simplement travaillé à Troyes avec une institution qui s'appelle la Maison Rachis. Donc j'avais un parcours type à suivre, parce que de toute façon c'est une maison, donc j'avais pas 3000 parcours possibles à faire.
Mais en gros, je travaillais avec eux, moi je leur donnais mes disponibilités, et ensuite, eh bien, soit il y avait des visiteurs qui avaient réservé sur ces créneaux, soit il n'y en avait pas, et dans ce cas-là, je faisais pas la visite. Mais s'il y avait des visiteurs, eh bien tout simplement je venais, je faisais la visite, j'accueillais les personnes pendant la durée demandée, et après, à la fin du mois, j'envoyais sur une facture toutes mes prestations réalisées que la maison Rachid devait ensuite me payer. Voilà comment nous on fonctionnait. Alors après aussi ça dépend des institutions. Il y a des institutions qui vont parfois préférer prendre des vacataires. Il y a des institutions qui vont parfois préférer prendre des personnes en auto-entreprise parce que je suppose qu'aussi ça change dans les charges qu'ils ont ensuite à payer ou non. D'ailleurs en parlant de charges, quand vous êtes en auto-entreprise, vous devez payer quand même. Eh oui, oui, oui. Malheureusement. Et je dis ça parce que quand tu ne gagnes déjà pas d'argent, ou du moins pas beaucoup, c'est chiant, mais je suppose que quand t'en gagnes plus, c'est chiant aussi. Sachant que l'URSSAF, là par exemple, en fait, ils vous prennent plus de 20%. L'URSSAF, c'est à déclarer, alors soit tous les mois, soit tous les 3 mois. Moi j'ai opté pour la deuxième version, c'est-à-dire que chaque trimestre, en fait, à la fin, je dois déclarer ce que mon auto-entreprise a généré comme revenu. Là par exemple, de mars à mai, pendant ces 3 mois, en fait, j'ai pas travaillé parce que j'étais en stage à Fontevraud, j'ai pas du tout fait fonctionner mon auto-entreprise. Donc là, je vais pouvoir faire ma déclaration et mars, mai, n'importe quoi, moi, attendez. Mars, avril, mai, juin, voilà, plutôt dans ce sens-là. D'avril à juin, j'ai pas travaillé, du moins avec mon auto-entreprise, donc je vais déclarer à la CAF 0. Dans ce cas-là, eh bien, vous ne payez rien, puisque 20% de 0, ça fait rien. Et encore, je dis 20%, mais là ça a augmenté, on est plutôt sur 22-23% que l'URSSAF récupère sur ce que vous avez gagné. Et donc en gros, vous déclarez, et puis après vous payez les 22% que vous devez à l'URSSAF. Et après, il y a aussi toute la partie impôts. Alors moi pour l'instant, j'ai pas encore expérimenté les impôts. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tarder. Alors après, pour être très honnête, pour l'instant, mon activité ne me génère pas énormément de revenus non plus. Hein. Tout simplement parce que c'est une petite entreprise et que c'est surtout pas encore ce que je fais à temps plein, à 100%. Sûrement que quand ça sera mon travail à 100%, là ça générera un peu plus de revenus. Mais là par exemple, si ça c'était vraiment pas grand chose quoi. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai été étudiante encore à côté de mon auto-entreprise et ma priorité ça restait quand même de finir mes études et que là depuis mars je suis en stage à Fontevraud jusqu'à fin août et que ça sera prolongé normalement par un petit CDD jusqu'à fin octobre. Donc vous voyez, j'ai encore le temps pour vraiment être à 100% dans mon auto-entreprise. Donc ensuite, pour vraiment parler du côté organisation, j'ai envie de dire que ça s'organise un petit peu comme chacun le souhaite. Je suppose que chaque guide a quand même sa manière de travailler. Moi, je sais que pour les réservations, je demande généralement à ce que ça passe soit par mon site internet, soit à ce que la personne m'envoie directement un message sur mes réseaux sociaux ou un mail. Bon, qu'on soit d'accord, généralement, les choses les plus effectuées, c'est soit m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, soit mon site internet. À partir de ce moment-là, donc, je reçois toutes les informations, la date de la visite à laquelle ils veulent assister. D'ailleurs, je précise que moi, ce que je fais majoritairement, c'est qu'en fait, je donne directement des dates. Par exemple, je dis, je sais pas, le 11 juillet, visite de Troyes du Moyen-Âge au 19e siècle. Voilà, les inscriptions sont ouvertes. Et en fait, les gens vont venir s'inscrire sur ce créneau. Ça m'est arrivé une fois d'avoir un groupe privé qui m'a demandé une visite en particulier. Donc là, on a vu le créneau, la date, l'horaire ensemble. Mais sinon, majoritairement, c'est moi qui impose en fait. Et après, les gens s'inscrivent ou non dessus. Donc, quand les personnes s'inscrivent, je récupère leur nom, leur prénom, numéro de téléphone, enfin leurs coordonnées quoi. Et ensuite, je leur renvoie un PDF avec le récapitulatif de leur commande, avec aussi les informations concernant les moyens de paiement, ainsi que les informations concernant le rendez-vous, donc le lieu de rendez-vous, l'heure de rendez-vous, les conditions d'annulation, les conditions s'ils arrivent en retard, etc. Donc là, évidemment, il n'y a pas de règle, c'est vous qui choisissez. Moi, par exemple, je demande à ce que s'ils sont en retard, eh bien, ils me préviennent. Je dis qu'au bout de 5 minutes, s'ils ne sont pas arrivés, eh bien, la visite part sans eux.
Il y a quoi d'autre? Par exemple aussi pour les annulations, alors j'ai plus exactement les chiffres, enfin les jours en tout cas en tête parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de visite. Euh, mais par exemple, il me semble que c'est quelque chose comme si s'ils annulent une semaine à l'avance, ils sont remboursés totalement, 3 jours avant, ils sont remboursés à moitié, pour ceux qui ont payé avant évidemment, et s'ils annulent le jour même, ils sont remboursés de zéro. Je garde pour moi ce qu'ils ont payé. À savoir que pour les paiements, j'en ai autorisé plusieurs. Alors à l'origine, moi je voulais prendre une sorte d'application qui permet de payer en carte bancaire directement sur mon téléphone. Autrement dit, les personnes approchent leur carte bancaire de mon téléphone et ils payent. Mais honnêtement, ne faites pas ça. Ça vous prend une commission monstre pour des revenus qui sont généralement pas très élevés. C'est pas forcément quelque chose que je conseille. Moi, ce que j'accepte en paiement, c'est les virements. Donc, dans ce cas-là, les personnes payent avant. Et pour les virements, je demande à ce qu'ils soient réalisés au moins 24 heures avant le début de la visite, pour être sûr d'avoir bien reçu le virement et de ne pas travailler dans le vide. J'accepte aussi l'espèce. Euh, Dans ce cas-là, l'espèce, j'avoue que personnellement, je la récupère avant la visite. Je sais pas comment travaillent mes autres collègues sur ça. J'avoue que la question de l'argent c'est un peu compliqué parce que si jamais tu te retrouves avec une grosse somme, dans tous les cas tu l'as tout le long de la visite. Alors si tu restes 1 ou 2 heures dehors, bon, je trouve que ça peut vite être dangereux. En même temps de l'autre côté, je trouve que tu peux pas laisser les personnes d'abord profiter de la visite sans avoir payé. Parce qu'on sait jamais s'ils partent sans avoir payé ou quoi que ce soit. Donc je trouve que c'est une question assez délicate. Je sais aussi que j'accepte les chèques ou du moins je les ai acceptés, je sais plus si je les accepte encore en ce moment. En fait, je me dis pour les grands groupes par exemple, parce qu'à l'origine je comptais travailler avec des associations, avec des écoles, etc. Bon bah là j'étais partie du principe que je pourrais les accepter, mais les particuliers généralement payent en virement ou en espèces. Ça me fait penser d'ailleurs que le public, c'est un petit peu toi en fait qui choisit, dans le sens où bon bah je propose majoritairement par exemple mes visites de ville à des habitants de la ville ou de ses alentours. Donc je fais ma communication en fonction, mais je sais aussi que j'avais démarché des écoles pour leur proposer une visite de la ville et que ça avait plu à certaines cette idée. Donc en fait c'est vraiment toi après qui va aller chercher le public que tu as envie d'avoir ou non. Il y a des personnes qui veulent pas du tout faire des visites à des enfants. C'est pas forcément de la discrimination ou quoi, c'est juste que bah, c'est encore une fois aussi un métier de travailler avec les enfants et que certaines personnes n'ont pas la patience, donc ça sert à rien, tout simplement. Voilà, donc tout ce que je dis vraiment depuis tout à l'heure, quand tu es en auto-entreprise, en fait, c'est vraiment toi qui décides ce que tu fais. Alors, il y a des choses indéniables que tu dois respecter, que j'ai déjà énumérées. Par exemple, le fait de payer tout ce que tu dois à l'URSSAF, aux impôts quand tu dois payer des impôts, payer également, enfin, pas payer, pardon, mais respecter la réglementation en vigueur là où tu es. Là, en l'occurrence, pour moi, c'est ne pas guider dans les monuments historiques ni dans les musées de France. Mais voilà, après, sinon, tout le reste, c'est vraiment absolument toi qui décides. Alors, par contre, je suis bien d'accord qu'au début, c'est hyper compliqué. Tu te dis, est-ce que je fais mal? Est-ce que je fais bien? Est-ce que ce que je fais, c'est possible ou pas? Mais l'avantage, c'est qu'il y a de plus en plus de guides sur les réseaux et tu en trouves de plus en plus facilement qui vont être là, qui vont accepter de parler avec toi, parler de leur expérience, de leur vécu. Moi, d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas toujours se fier à une seule et même personne et qu'il vaut mieux avoir plusieurs témoignages. Je me rappelle que juste avant de créer mon auto-entreprise, j'avais contacté plusieurs guides sur LinkedIn, dont une qui avait l'air assez démoralisante, qui me disait qu'elle allait arrêter son activité parce qu'elle ne gagnait pas assez. Mais à côté de ça, j'avais une de mes profs qui était guide aussi, et qui me disait par contre qu'elle, elle gagnait 50 000 € par an grâce à tous ses revenus, à toutes ses activités. Donc en fait, c'est vraiment deux poids deux mesures parce que ça dépend aussi où tu guides, comment tu guides, dans quelle langue tu guides aussi, parce que ça c'est très important d'avoir des petites choses pour se démarquer, avoir une langue en plus, avoir une spécificité en plus. En fait voilà, il y a tellement de paramètres qui entrent en compte que le destin d'un guide, je pense, ne peut jamais être tracé à l'avance. Par exemple, si tu es quelqu'un qui va parler 2 langues en plus du français, bon bah là c'est vraiment un gros point fort. En fait, je pense qu'aujourd'hui, juste parler français et anglais pour un guide, c'est plus suffisant. On en demande toujours plus. Donc là, en l'occurrence, il faudrait mieux parler 2 langues en plus du français. Moi, par exemple, j'ai anglais, mais j'ai aussi l'espagnol. Enfin bref, donc plein de petites choses comme ça. Et quelque chose aussi que moi, j'aimerais
mettre en avant à travers ce podcast, si quelqu'un m'entend encore, d'ailleurs ça vaut pour si vous voulez être guide, mais même tout autre métier, c'est ne vous laisser jamais marcher dessus. Quand on est guide, ou du moins quand on débute, peu importe l'activité, je pense que c'est toujours la période dans laquelle on se remet le plus en question parce qu'on est en plein dans le processus de création, on n'est pas sûr, on n'est pas sur ses appuis, on ne sait pas trop comment ça va se passer, en fait on marche un peu sur des œufs. Et il y a notamment une institution avec qui j'ai pu travailler par le passé qui a pas mal essayé de me mettre des bâtons dans les roues. Mais quand je parle de bâtons dans les roues, ce sont des gros bâtons dans les roues, enfin oui, de gros bâtons dans les roues, avec dès que je mettais un post pour faire la publicité de ma prochaine visite, ou même pas d'ailleurs, hein, juste quand je voulais parler d'un sujet qui est un petit peu relié à eux, en fait, l'une des personnes qui travaillait là-bas, enfin je parle au passé, mais en fait c'est toujours le cas même, commente mes posts en mettant le lien pour réserver des visites auprès de cette institution. Donc déjà c'est de la concurrence déloyale, ne viens pas faire ta pub sous mes posts, en plus sans bonjour, sans merci, sans rien du tout. Mais c'est aussi du harcèlement. Parce que des commentaires comme ça, cette personne m'en a mis peut-être au moins 5 ou 6. Et c'était vraiment très répétitif, hein. Des fois je les regardais dans les commentaires, et quand je faisais défiler mes posts avec les commentaires de cette personne, je voyais que c'était écrit il y a 6 minutes sur un post qui datait de déjà au moins 15 jours. Quand j'allais sur un post un petit peu plus vieux, je voyais il y a 7 minutes. Enfin, vous voyez vraiment cette personne en fait passer son temps à faire ça. Et vraiment, je dis au passé parce que là j'ai enfin bloqué cette personne. Peut-être qu'elle m'écoutera ici. D'ailleurs, si tu m'écoutes ici, n'hésite pas à me rappeler parce que j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois pour qu'on discute de ceci. Voilà. Oui, parce qu'en plus, cette personne me laisse des commentaires, mais ne répond jamais à mes messages ou à mes appels quand j'essaye de stopper cette situation assez désagréable. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que je tiens à dire, ne vous laissez jamais marcher dessus. Personne n'a le droit de venir faire sa pub sans votre accord, sous vos posts par exemple, sous votre propre communication. Encore, ce serait quelque chose en mode oh coucou, machin truc, si vous voulez approfondir ceci, on a une visite à tel endroit qui pourrait bien être complémentaire, machin truc, je mets le lien ici, voilà, bonne journée. Ok, pourquoi pas. Ça peut être des visites ou quoi que ce soit qui matchent ensemble. Mais quand c'est juste le commentaire, vraiment c'est juste le lien pour aller réserver des visites dans une autre institution alors que toi t'es guide indépendant, c'est vraiment juste essayer de t'écraser et essayer de te faire taire. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc ne vous laissez jamais marcher dessus, justement. Et ça, c'est quelque chose dont je suis assez fière avec moi, je pense. Je vais pas vous mentir, c'était quand même assez dur parce que c'est tout de même un certain harcèlement. Moi, c'est mon travail, je dépense mon énergie. Moi, je suis pas juste un simple salarié qui va la journée au travail et qui rentre le soir. Moi, mon travail, mon auto-entreprise, c'est vraiment toute ma vie, c'est toute ma journée. Je réfléchis tout le temps par rapport à ça, ce que je vais proposer, comment je vais faire ce tarif, comment je vais l'appliquer, machin truc bidule muche. Enfin, c'est vraiment moi qui ai pensé tout de A à Z. Donc, mon travail, c'est mon travail. À la rigueur, tu peux critiquer ma personne, je pense que je m'en fous. Mais ce que j'ai fourni comme effort pour travailler, ça je refuse. Et c'est vrai que ça m'avait mis au début un petit peu dans le mal, puis après je me suis dit bah non en fait. C'est pas parce que cette personne a clairement, je vais le dire, pété son seum et qu'elle a décidé de venir m'embêter, pour rester quand même poli, que moi je devrais me sentir mal, surtout que je suis dans la réglementation. Je ne fais pas quelque chose d'illégal, je reste vraiment dans les rues, je propose un parcours différent que ce que propose cette institution. Enfin voilà en fait, je suis restée sur mes appuis et c'est vrai que pour le coup l'appui de mes proches aussi m'a beaucoup aidé. Déjà évidemment mes parents qui étaient à mes côtés. Après cet incident qui continue d'ailleurs, on a tous bien revérifié avec plusieurs sources etc. Que je pouvais faire mes visites de mon côté. Il se trouve que oui, puisqu'encore une fois, quand vous êtes guide, tant que vous êtes déclaré, si vous n'avez pas votre carte, tant que vous restez dans les rues et que vous n'allez pas dans les bâtiments, monuments historiques ou dans les musées de France, vous pouvez. En fait, vraiment, le territoire n'appartient pas à une seule personne. On est en France, c'est public. Le principe du public, c'est que ça appartient à tout le monde. Donc ne vous laissez jamais faire. Ma famille m'a beaucoup aidée dans cette période-là. On a tout vérifié ensemble pour quand même vérifier que j'étais dans quelque chose de légal, parce que mon but c'était pas que je fasse de l'illégal, hein, voilà. Moi je m'appelle Annabelle, j'ai pas envie d'avoir de problème avec personne,
Et cette personne vraiment en fait voulait m'en faire douter, m'envoyer des messages, me disait que je ne pouvais pas, que je n'avais pas le droit, tout ça. Alors que si, j'ai complètement le droit, hein, je suis pas la seule d'ailleurs à faire ça. Voilà, tout simplement, la France appartient à tout le monde et les villes appartiennent à tout le monde aussi. Il n'y a pas un territoire qui appartient à une institution en particulier. Et puis évidemment, l'aide de mon copain aussi qui m'a aidé un petit peu à relativiser. Après, je vais pas vous mentir, même si je suis très fière d'avoir tenu dans cette épreuve, on va dire, dans ce problème que j'ai rencontré, ça reste quand même une expérience assez pesante. Où à chaque fois on se dit oh là là, mais si je vais travailler dans une nouvelle ville, est-ce que telle institution va aussi être comme ça avec moi? Est-ce que toutes les personnes du monde de la culture aussi sont assez possessives à ce point et surtout malveillantes pour venir créer ce harcèlement et cette concurrence déloyale? Enfin voilà. Donc si vraiment je dois vous donner un conseil pour être guide, c'est déjà informez-vous. Informez-vous, je vous jure qu'il y a de plus en plus de choses qui se créent. Être guide, on pourrait croire qu'être guide auto-entrepreneur, être guide indépendant, c'est une montagne parce qu'on est très seul, mais je vous jure qu'on peut s'entourer de bonnes personnes. Il y a notamment la Fédération nationale des guides conférenciers. Alors ce sont pour les personnes qui ont la carte de guide, hein. Moi je compte y adhérer en fait dès que j'aurai ma carte. Vous côtoyez d'autres guides à travers cette association, à travers cette fédération. Vous êtes au courant des actualités, des nouvelles procédures en cours, des problèmes rencontrés dans ce métier. Il me semble aussi qu'il y a par exemple un juriste ou un avocat qui travaille avec la fédération. Enfin vous voyez, c'est quand même quelque chose d'encadré et qui vient soutenir le travail des guides. Parce que je suis complètement consciente que sans entourage, ça peut être un métier très dur. Sans conseil ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un conseil que je vous donnerai. Donc n'hésitez pas à aller contacter d'autres personnes avant de faire quoi que ce soit, quand même vérifier que tout soit bien légal. Il y a encore tellement de choses, mais je pourrais en parler pendant 2 heures. L'avantage aussi maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de ressources en ligne, que ce soit par exemple, je parlais du code du patrimoine ou quoi que ce soit, vous pouvez tout trouver en ligne. Voilà. Écoutez, j'espère avoir répondu à la plupart des questions. Si je résume, être guide indépendante, auto-entrepreneur, moi j'adore et j'ai vraiment hâte. Alors j'adore mon stage à Fontevraud, mais j'ai vraiment hâte de terminer pour vraiment pouvoir développer cette partie sur l'entrepreneuriat. Alors dit comme ça, on dirait un podcast avec des mecs sous stéroïdes qui veulent vous vendre des morning routines à 5 heures et gagner des millions en 1 minute. Mais juste en fait j'aime tellement l'idée de pouvoir tout choisir moi-même de A à Z. Comment je vais accueillir mes clients, comment je vais avoir ce premier contact avec eux par mail, par téléphone, quel tarif je vais pouvoir leur proposer pour que moi je puisse me rémunérer justement, mais en même temps pour que eux ça reste dans leur budget. Parce qu'on est bien d'accord que des fois quand on est en vacances et qu'on est une grande famille, on ne peut pas non plus payer 200 € de visite pour tout le monde. Ça d'ailleurs c'est quelque chose que je vais aborder rapidement. Généralement quand vous travaillez avec une institution, vous êtes sous-payé. Voilà, tout simplement, je le dis, je le glisse là comme ça. En fait, même si vous vous dites je vais être payé, je sais pas, 60 € pour 3 heures, c'est super, c'est beaucoup. Mais en fait, généralement, les lieux pour lesquels vous allez travailler, vous allez d'abord avoir un trajet à faire. Donc, vous allez devoir déduire l'argent que vous mettez dans le trajet de ce que vous allez gagner. Si en plus vous travaillez en entrepreneuriat, eh bien il faudra penser ensuite aux 20% aussi que vous allez devoir enlever l'URSSAF. Enfin, donc vous voyez, en fait, à la fin, vous vous retrouvez avec vraiment quelque chose de miséreux. Et si on pense notamment à la période hivernale où il y a un petit peu moins de visites, si vous n'avez pas de plan B ou quoi que ce soit, bon là c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais je pense toujours qu'on peut s'en sortir, hein. Je connais des personnes qui vivent très bien du guidage. Encore une fois, ça dépend de ce qu'on propose. Il suffit juste, je pense, dit comme ça, on dirait vraiment la meuf qui est sur la lune, mais d'être innovant. Et moi j'ai vraiment l'impression, ou du moins je suis persuadée que si on veut on peut. Je sais qu'il y a plein de gens qui détestent cette phrase, mais j'ose pas imaginer que quelqu'un de vraiment motivé et qui donne tout échoue. J'ai pas cette image en tête encore, pour le moment en tout cas. J'ai vraiment l'impression que quelqu'un qui veut réussir va réussir. Donc ça peut être par une nouvelle idée, par un nouveau format, par une nouvelle proposition, ça peut être n'importe quoi. Mais pour moi, il y a de la place pour tout le monde dans la vie en fait, et dans n'importe quel travail, tout simplement.
Voilà, écoutez, j'ai vraiment essayé de tout vous dire. Je vais être complètement honnête avec vous, si vous entendez du bruit derrière, je sais pas du tout comment ça rend tout de suite au micro. Voilà, c'est mon petit monsieur qui est en train de nous faire à manger pendant que je travaille, parce que mine de rien, les réseaux sociaux c'est aussi du travail. Voilà, écoutez, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu ou vous aura appris certaines choses. J'ai pas pu forcément tout détailler, mais si vous avez des questions sur des points plus précis, franchement, n'hésitez pas. J'ai pas trop parlé de la formation pour devenir guide, je pourrais en reparler aussi. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Joyeux anniversaire à mon entreprise qui a donc 1 an aujourd'hui, le jour où je publie ce podcast. Et puis écoutez, c'est parti pour plein d'autres belles années, je l'espère. Et restez connectés puisque désormais j'habite à Angers et je compte bien vous proposer des petites visites de la ville. D'ailleurs, j'ai fait un Google Form pour essayer d'avoir vos ressentis, ce que vous voudriez avoir comme visite ou du moins ce qui vous plaît pour justement créer cette prochaine visite. Je mets ce Google Form en description, donc n'hésitez pas à le remplir. Franchement, moi ça m'aidera énormément. Voilà, merci encore à tous. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de quand vous écoutez ce podcast. Et puis écoutez, je vous dis à très vite pour plus d'histoires et de patrimoine.